Au cours des années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, de nombreux artistes ont ressenti l'imminence d'un changement. Vassili Kandinsky fut l'un des artistes théoriciens d'un certain expressionnisme allemand. Il est également connu comme étant un pionnier dans la création d'œuvres dites abstraites, c'est-à-dire qui ne renvoient pas directement à notre vision du réel. Né à Moscou en 1866, dans une famille aisée, passionné de culture, le jeune Vassili apprend très vite à dessiner, jouer de la musique et apprend même à parler plusieurs langues. Fasciné par la couleur dès son plus jeune âge, il étudie néanmoins le droit, la politique et s'intéresse même à l'ethnologie avant de se lancer finalement dans l'apprentissage de la peinture à Munich en 1896, à l'âge de 30 ans. C'est aussi cette année-là, lors d'un concert wagnérien, qu'il est frappé de synesthésie, une expérience intense où les sons qu'il entend se traduisent en couleurs dans son esprit. C'est un moment clé pour Kandinsky qui décide de partir en quête d'un art visuel qui envelopperait à la fois l'âme et l'esprit du spectateur. 5 ans plus tard, il décide à son tour d'enseigner le dessin et la peinture. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Gabriele Münter, future grande peintre allemande de son temps, et avec qui il tissera une relation artistique et amoureuse. Après avoir été marqué par l'impressionnisme avec les meules de Monet et s'être intéressé attentivement au fauvisme de Matisse, Derain et Vlaminck, il voyage beaucoup à travers l'Europe entre 1906 et 1908 et traverse une phase de dépression. En 1911, c'est un véritable tournant dans sa vie, ainsi que sa carrière de jeune artiste et de théoricien d'un art en pleine mutation. Il divorce tout d'abord de sa première femme après 20 ans de mariage, ce qui lui permet d'être plus libre dans sa relation avec Münter. Il fonde une nouvelle association entre artistes nommée le Cavalier Bleu, Der Blaue Reiter en allemand, avec son ami Franz Marc, et publie un almanach. À la fin de l'année, il sort son premier ouvrage théorique du spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier, aujourd'hui reconnu dans le monde entier. Enfin, c'est en février qu'il débute la peinture que nous allons évoquer ensuite. Depuis quelques mois, les toiles du chef de file du groupe expressionniste s'éloignent de plus en plus de ce qu'on a l'habitude de voir à cette époque. Bien que Kandinsky entretient dans ses peintures un rapport intense à la couleur, accentué par une simplification des éléments figuratifs, il tend petit à petit à faire disparaître les personnages ou les traits d'un paysage pour ne laisser apparaître que quelques traits noirs, tels des signes abstraits, sur un fond toujours dense, rempli de contrastes colorés. Composition 4 est une œuvre de transition sur le chemin vers l'abstraction. Elle est composée d'un ensemble d'éléments purs qui sont en opposition et en contradiction au niveau des couleurs et du dessin. Comme souvent dans les tableaux de Kandinsky à cette époque, ce qui semble pour nous être abstrait est en réalité pour l'artiste à l'origine des éléments bien figuratifs. Le centre de la toile est divisé par 2 grands traits noirs qui seraient des lances. Ainsi, ce sont 2 cavaliers qui se combattent, l'épée à la main, au-dessus de l'arc-en-ciel qui apparaît dans une vallée à gauche. Au milieu se dresse une montagne bleue, surmontée d'une vaste construction cubique, vide, une sorte de citadelle, telle une ville perchée en équilibre précaire. Sur ses flancs apparaissent encore des petites taches rouges, figurant les toits d'un village, certainement en souvenir de Murnau. À l'opposé, la scène de droite, plus légère, semble empreinte de calme. L'atmosphère lyrique est exprimée par un motif représentant un couple. Le contraste entre le combat au ciel et la joie terrestre serait le point de départ ou le thème principal de cette œuvre. L'ensemble est d'un effet très clair, avec beaucoup de couleurs douces se mêlant les unes aux autres. Le jaune, lui, est aussi froid. Cet aspect clair, doux, froid, par rapport au pointu mouvement, est l'opposition principale du tableau. Cette opposition est plus dure, plus explicite, ce qui a l'avantage de produire un effet plus précis. C'est ainsi que Kandinsky libère la peinture de la représentation traditionnelle de la réalité. Avec un regard enfantin, le peintre russe tient le monde à distance. La joie qui émane de ces couleurs contraste cependant avec son sujet. Plusieurs historiens verront même un rapprochement de certaines de ses compositions en interprétant chez l'artiste une prémonition quant à l'éclatement d'un conflit, la Première Guerre mondiale. Aussi appelée La Bataille, cette composition pourrait faire partie d'une série d'œuvres sur le thème de l'affrontement, inspirée par la bataille de Saint-Georges,
avec un motif redondant, celui qui a donné son nom au groupe avant-gardiste allemand, le cavalier, symbole du mouvement vers l'avant. Partant d'un sujet clairement identifiable, on remarque, en étudiant les œuvres de cette époque, comment l'artiste, à force de le décliner, de le schématiser et de chercher l'intensité du mouvement par contraste coloré, parvient à inventer une nouvelle manière de dévoiler les sensations d'une action dynamique. Si Kandinsky se dirige petit à petit vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'abstraction, c'est qu'il souhaite au départ se rapprocher au plus près d'un art qu'il affectionne particulièrement, la musique, dans laquelle le rythme et le temps ont une importance majeure. Alors, il estime qu'en brouillant les pistes, en ne représentant pas clairement la réalité, le spectateur va être obligé de prendre son temps pour essayer de décrypter la scène. Une densité d'éléments par ici, une zone colorée aérée par là, et ainsi découvrir, après quelques minutes d'observation attentive, l'ensemble de la composition. En musique, lors d'une première écoute, c'est souvent à la fin du morceau que l'on peut juger et apprécier l'œuvre. C'est d'ailleurs au cours de cette même année, avec plusieurs esquisses réalisées juste après un concert, qu'il peint le tableau Impression 3, dans lequel on finira par distinguer un mélange entre ses souvenirs d'un orchestre symphonique et ses sensations de synesthésie où l'étalement et l'éclatement de la couleur sur la toile parlent d'elle-même. Dans son livre du spirituel dans l'art, qu'il est en train de terminer d'écrire, il développe une analogie entre les couleurs et la musique. Pour lui, chaque son renvoie à l'expression d'une couleur et d'une émotion, en fonction de son intensité lumineuse. Par exemple, le jaune, chez Kandinsky, correspond au son d'une trompette ou d'une fanfare. Le bleu, selon sa teinte, évoque la flûte, le violoncelle ou la contrebasse, tandis que la puissance du rouge concorde avec le son du tuba. Vous l'aurez donc compris, en 1911, Kandinsky est loin d'être arrivé définitivement au bout de son cheminement. C'est tout de même une étape importante et une porte ouverte à la création, en se détachant du réel et en libérant son esprit et son imaginaire. 10 ans plus tard, en 1921, lorsqu'il deviendra professeur au Bauhaus, sa pratique évoluera de nouveau avec des formes plus géométriques. Puis, dans les années 30 et 40, de nouvelles œuvres naîtront, toujours plus libres et colorées.